Salut, j'espère que vous allez bien à la maison. Préparation du temps des fêtes pour vous, peut-être. On est en train de peut-être emballer les cadeaux tout en suivant cette prochaine émission. Ça sent sans doute bon chez vous et c'est le cas aussi sur le menu de cette émission. Que du beau monde à vous présenter. Isabelle Dominique-Cros qui viendra nous parler de résolution avec bientôt la fin de l'année. C'est le temps de se questionner, de réfléchir à ce qu'on veut de ce nouveau départ que va nous offrir 2023. C'est Séchelle Harding qui est responsable des communications pour l'organisme Le Portage qui a 50 ans d'existence. Viendra nous parler d'une nouvelle campagne publicitaire liant d'ailleurs cet organisme. Nicolas Vincent Poirier, lui qui viendra nous donner des idées de rattrapage à faire séries télé et films durant la période des fêtes. Peut-être que pour nous, c'est de se dénicher un nouvel emploi, notre objectif de cette nouvelle année qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Claude Rivet de Midi 40 sera là pour nous indiquer peut-être ses voies probantes pour trouver notre emploi de rêve. Et tout de suite, on commence l'émission avec une des légendes de l'histoire de la musique québécoise, d'ailleurs toujours le seul membre vivant de la formation Les Bébés, duquel on vient tout juste d'offrir un livre au cours des dernières semaines du nom de La folle aventure des bébés. Alain Lapointe est mon invité. Qui n'a pas de souvenir de cette formation légendaire? On a tous en tête une chanson, un moment, un souvenir. Bref, ce livre qui raconte l'histoire des bébés de façon un peu romancée, mais quand même presque totalement véridique. Là. On s'est inspiré de faits vécus aussi par Nathalie Roy, qui en est l'autrice, La folle aventure des bébés. Et c'est un des membres, bien sûr, dernier membre vivant des bébés qui est là pour nous témoigner de ses souvenirs. Alain Lapointe qui est avec nous autres par le truchement de la technologie. Salut Alain. Salut! Merci d'être là, merci d'accepter l'invitation. Je suis persuadé que ce genre de souvenir que je vais te partager dans les prochaines secondes, tu en as à la tonne qui t'a été raconté par des fans, peut-être plus féminines, mais pour moi, ça fait partie de mes souvenirs. On se retrouve en 1993, j'ai 6 ans et les bébés sont à leur summum de popularité et je me retrouve finalement à faire du lip-sync avec mes amis. Et on fait Donne-moi ma chance et on remporte le concours de lip-sync. Puis on avait mis des boucles d'oreilles, des perruques avec les cheveux longs, des jeans troués. Alors, c'était mon premier moment de gloire sur scène. Je voulais te remercier parce que par la suite, adolescent, j'ai commencé à jouer de la musique et pour vrai, ça m'a fait goûter à la scène, tout ça. Et ça, c'est grâce à vous autres. Puis je voulais te remercier pour ce souvenir-là. Ben, ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. Évidemment, ce genre d'histoire-là, comme on raconte, et comme on le raconte dans le livre plutôt, La folle aventure des bébés, moi je me dis c'est un succès qui s'est bâti presque de jour en jour, dans le sens que c'est pas comme une émission de télé-réalité, vous n'êtes pas débarqué du jour au lendemain. Ce que les gens oublient un peu, c'est que vous avez travaillé fort pour vous rendre à ce summum de popularité. Oui, absolument. Écoute, on a commencé jeune. Moi, je me souviens, j'avais 9, 10, 11 ans, puis je regardais les albums de Jimi Hendrix, puis de Led Zeppelin, puis tout ça. Puis à l'époque, tu sais, c'était le fun d'avoir un disque parce que tu avais des dessins, tu avais des photos, tu avais les noms des gens, puis tout ça. Puis je me souviens d'avoir rêvé beaucoup en écoutant ça. Puis j'ai commencé à pratiquer la guitare là-dessus, tu sais, je veux dire, sur ces chansons-là. Fait que ça vient de loin. Puis Patrick était pareil de son côté. François, comme drummer, lui, quand il avait un drum, il tombait en amour avec le drum. Oui. Il y avait ce besoin-là de taper sur quelque chose. Oui, il était mieux de taper sur 2 drums que de taper sur du monde, ça c'est sûr. Voilà. On s'entend là-dessus. Mais dis-moi justement le fait, puis on le comprend dans le livre, déjà très jeune, les trois, vous avez cette passion qui vous anime, vous vous initiez à la scène au secondaire, entre autres, toi, c'est bien décrit dans le livre. Mais quand arrive ce succès-là, vous avez été dans Vite à vinaigrette de Marc Drouin, mais quand ça explose, est-ce que c'est dur de pas... de pas tomber dans l'ivresse du succès comme ça, parce que on vient d'un milieu modeste quand même, ou on vient d'un milieu, c'était pas, veut pas avec les femmes, avec l'accès à tout ce que vous aviez accès par la suite. Donc, est-ce que c'est rapide qu'on tombe dans l'ivresse? Est-ce que c'est dur de rester sur Terre? Écoute, oui, c'est dur de rester sur Terre. En fait,
on était tellement occupés, on avait un horaire tellement chargé avec les spectacles, les entrevues. À chaque fois qu'on faisait une tournée, on revenait, on faisait les entrevues de tous les télés, Bénisra, Adlib, les démons du midi, à l'époque, tu sais. Puis après ça, mettons qu'on allait en France et qu'on revenait, c'était la même chose. Fait on était vraiment tellement chargés qu'on n'avait pas le temps d'apprécier. On n'avait pas le temps de réaliser ce qui se passait. Puis on était dans l'ivresse du succès. C'est un peu comme tu gagnes une médaille olympique. Nous autres, on a gagné 4 Félix, tu sais. Puis des disques double platine, puis tout ça. C'était vraiment une ivresse, comme tu dis. Ouais. Par contre, la deuxième carrière, quand on a repris ensemble après, là, on avait beaucoup plus de recul sur nos carrières, puis on appréciait ce qui se passait. On avait le temps d'apprécier, de réaliser ce qui nous arrivait, puis que de voir que les chansons étaient restées au goût des gens et faire des francophonies avec 100 000 personnes, ça nous a montré que, OK, les gens ont vraiment apprécié notre carrière, puis ça nous a permis de faire une plus longue deuxième carrière que la première. Bien, d'ailleurs, de cette deuxième carrière, tu as continué par la suite, mais il y a eu quand même un passage à vide. Puis est-ce que l'argent qui a été source de tension, on le comprend dans le livre aussi, puis malheureusement, avec François puis Patrick aussi dans les dernières années, n'ont pas véritablement pu se reparler de ce qu'on comprend avant le décès de Patrick. François est resté un petit peu, malheureusement, dans un passage à vide avec Patrick. Donc, est-ce que l'argent, c'était un peu comme à la fois un allié parce qu'on peut avoir accès à plein de choses, mais en même temps... Ouais. Écoute, au début de notre carrière, moi, quand j'ai signé le deuxième contrat pour le deuxième album des Bébés, j'ai pris un avocat, puis j'ai fait étudier le contrat, puis j'avais des points à négocier. Mais la seule force que j'avais, c'était d'être avec François pour le négocier. J'y ai rien chargé, j'ai montré tout les endroits où on avait une chance de négocier, puis oui, il était d'accord, puis tout, mais rendu devant le gérant, puis Patrick, qui avait de connivence un contrat spécial, ça a foiré, il m'a laissé tomber. Donc là, j'étais frustré à cette époque-là, mais c'est qui souffrait? C'était moi. Puis c'était toujours sous la menace de me faire mettre dehors. Fait que j'ai dit, regarde, on arrête ça, puis j'ai fait la paix avec ça. François, lui, c'est 20 ans plus tard qu'il a réalisé tout ça. Puis là, il était trop tard pour lui. Tu sais, là, il a fait des mauvais moves. Puis il s'est mis tout seul. Il s'est mis dehors des Bébés en pensant que sans lui, on ne pouvait pas exister, mais c'est faux. Tout le monde est remplaçable dans la vie. Fait que, tu sais, quelque part, ça a été difficile pour tout le monde, cette période-là, mais on peut pas faire un geste comme il a fait, sans avoir des conséquences assez... Comme il s'est arrivé. Malheureusement, en tout cas, mais chose qui est certaine, ce qui est positif, c'est de parler de la musique parce qu'elle reste toujours la musique. Puis les mélodies, entre autres accrocheuses de Patrick, les mélodies que vous avez construites quand même, vous êtes là, toi et François, pour évidemment, au niveau du succès, c'est palpable. Les textes aussi, vous avez été souvent aidés, mais on parle souvent des mélodies des Bébés de Patrick, puis que vous avez construit avec lui musicalement parlant, mais les textes étaient quand même... Je réécoutais la musique des Bébés pour me retremper dans notre entretien, puis vous aviez des excellents textes, pour vrai. Et ça, est-ce qu'on l'oublie un peu souvent, tu penses, de la part des fans? Non, écoute, je pourrais te dire une chose. Nous autres, ce qu'on voulait faire au départ, c'était de l'anglais. Ouais. On voulait chanter en anglais. C'est Luc Plamondon qui nous a convaincus. Tout le temps qu'il était avec nous autres, avec Vita Vinaigrette, nous a convaincus de chanter en français. Mais pour nous, le français, il coulait moins bien que l'anglais à cause des consonnes dures comme le R, le T, le B, le P. Fait que là, on s'arrangeait pour que les textes coulent bien à la fin des phrases, qu'il n'y ait pas de consonnes dures. Puis c'est pour ça que ça coulait bien, les textes. Ça coulait comme en anglais quasiment. Puis oui, on avait des auteurs extraordinaires qui étaient avec nous autres, mais en même temps, Patrick faisait des mélodies. Moi, je l'aidais aussi. On faisait des arrangements ensemble. On faisait pas mal tout ensemble. Mais étant donné qu'il chantait, c'est lui qui récoltait tout le succès de ça. Puis c'était correct. Tu sais, moi, j'avais pas de trouble avec ça. Mais les trois ensemble, musicalement, on avait une chimie que j'ai jamais eue ailleurs.
dans ma vie. Puis, ben c'est ça. Et parfois, et toi, tu es un musicien accompli. Patrick est un excellent musicien. Vous étiez les trois d'excellents musiciens. Et c'est souvent ça dans les phénomènes populaires. On oublie que ce sont d'excellents musiciens. C'est pas un boys band. Je veux dire, vous étiez vraiment trois gars passionnés de musique et trois grands musiciens. On a commencé tous jeunes. C'est ça, comme on disait. Tu sais, à l'époque où on est sorti, il y avait le scandale de Mini Vanelli, qui était un duo qui faisait des chansons, mais qui ne chantait pas pour vrai. Quand on a sorti notre premier single, la presse du Québec doutait de notre talent. Ils disaient « Ah, encore trois beaux gars avec un look, mais c'est pas les autres qui jouent. » Mais quand on a fait le lancement, puis les journalistes étaient là, ils se sont rendus compte que c'était nous qui jouions là. Ça a fait une grosse différence. On était vraiment nous-mêmes. On était des musiciens. Moi, j'ai fait mes études universitaires en classique, en piano classique. Puis, de fin de semaine, je faisais des mariages, puis de la pop, de top 40 dans le temps qu'on appelait. Puis, je jouais tout le temps, et la guitare, et les claviers. Ouais. Donc, les trois ensemble, on se complétait beaucoup. Puis, les gens se sont aperçus qu'on était des vrais musiciens, à un moment donné. Oui, et l'œuvre est encore là, est palpable. Le livre « La folle aventure des bébés » est disponible partout. Et on va se quitter avec ma chanson préférée des bébés, « Seul au combat ». All right. Yes, merci beaucoup, Alain. Avec grand plaisir. Alors, Alain Lapointe était notre invité. Perdu dans la forêt désenchantée, sans trace du toit. Seul au combat, moi qui suis l'amant de l'univers, ton chevalier imaginaire, je volerai de l'air pour toi. Dans mon âme millénaire, chevalier solitaire, je garde ma passion pour toi. Hey, d'habitude, elle est à l'écran. Là, je capote. Je l'ai avec moi. 2 temps, 3 mouvements, on peut la retrouver de façon hebdomadaire. Elle vous fait bouger. Puis là, ben, on est assis. C'est rare que tu es assis dans ta vie. Ça arrive-tu, Isabelle Dominique-Roux, que des fois tu es assis? Ça arrive plus souvent qu'on peut penser, mais c'est notre deuxième interaction en vrai, si on peut dire. Alors, c'est toujours rigolo. Puis la dernière fois, tu m'avais fait faire des jumping jacks, de la course sur place. Tu m'avais fait pas mal suer, juste au premier degré, pas suer au 2e et 3e niveau. Il ne faut pas voir de... On s'apprécie. Ah oui, on s'apprécie, mais tu avais bien fait ça d'ailleurs. Merci, mais je suis plus en shape. Là, ça aurait été le fun de refaire parce que je suis plus en shape maintenant que lorsqu'on avait fait l'exercice il y a à peu près 1 an et demi de ça, à peu près, là, je pense 1 an et demi. Oui. Et là, tu viens de parler de gratitude. On est à quelques semaines de Noël. Et de quelle façon tu veux l'aborder, cette gratitude-là? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ramène dans la discussion. OK? Soyez autour de vous remplis de gratitude pour des gestes d'autrui, des bons gestes, des gens qui viennent à vous, qui vous donnent de l'entraide, par exemple, qui font preuve de solidarité. Alors, comment tu voulais l'articuler? Bien, il y a plein de façons de l'amener. Je trouve que ce temps-ci de l'année, on se pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour redonner? Comment je boucle bien mon année? Pour moi, la gratitude, c'est constamment me rappeler que, oui, il y a des obstacles, mais en même temps, quelle chance j'ai de vivre ici, de pouvoir faire ce que j'aime. Ça, c'est super important pour moi, puis je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. Travailler dans cette industrie-là, faire ce qu'on aime, rencontrer des gens. Toi, tu as la chance de mettre en valeur la vie des gens, leur talent. Donc, gratitude dans le sens où tous les jours, on se réveille, puis il y a des moments plus tough parce qu'on manque de lumière présentement. C'est la fin de l'année, je pense que tout le monde est un peu fatigué. Mais quand on se rappelle ces petits moments-là au quotidien, bien, on se couche avec cette impression-là de hey, ça a été une belle journée. Même s'il y a eu les obstacles, on se concentre sur le positif versus constater le négatif qu'on voit de toute façon. Mais moi, je suis rempli de gratitude. Tu es avec nous aujourd'hui. Je le disais d'emblée.
Non, mais poussons plus loin parce que pour vrai, moi, c'est d'avoir, puis je veux dire, je sais que ça paraît encore banal, ça paraît encore peut-être quelque chose qui pour les gens qui nous écoutent, s'avère une habitude, mais de pouvoir juste concilier la famille, le temps passé de qualité, avec aussi de la nourriture sur la table, les éléments de base qui procurent notre bonheur, puis de se faire un petit coqueron, un genre de petite bulle à nous durant la période des fêtes. Pour moi, c'est ça vers quoi je veux tendre et d'avoir du doux. Je veux de la douceur pour moi. Moi, c'est une de mes résolutions pour 2023. Ouais. Ce que j'avais pas réussi trop à... J'avais cette résolution-là pour 2022. J'ai réussi à le faire une partie de l'année, mais j'ai pas réussi à le maintenir tout au long de l'année. Et puis là, c'est de pouvoir être rempli de gratitude envers ce que la vie m'apporte et d'avoir de la douceur finalement pour les choses. Puis c'est bien que tu dises ça parce que c'est douceur envers soi et envers les autres. Tu sais, on dit tout le temps qu'il faut agir avec bienveillance envers les autres, puis on se le rappelle. Puis des fois, on est nos pires critiques, on est dur envers soi, on se fait, tu sais, on est plein de culpabilité, on n'a pas fait ça, pas fait ça. Puis en même temps, des fois, c'est comme, OK, j'ai fait du mieux que j'ai pu, puis peut-être que j'ai même pas fait si bien que ça, mais demain, ça pourrait être mieux si je place bien mes cartes. Exact. Et c'est, tu sais, tu parles de choses de base, mais c'est ça la vie. Il ne faut pas passer à côté avec notamment les médias sociaux, puis la comparaison, puis le matérialisme, parce que si on passe à côté de ces belles choses-là, plus tard, tu sais, on le constate plus tard, alors pourquoi pas le constater maintenant puis en profiter? Exactement, puis ne serait-ce que ce qui est une émotion, très souvent, on parle d'ensemble des bienfaits du sport parce que évidemment, tu en fais la promotion avec 2 temps 3 mouvements, mais dans toutes les habitudes de vie que tu préconises. Et on a beaucoup d'anxiété, on a beaucoup de crainte, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'émotions qu'on a accumulées durant la dernière année. C'est vrai. Là, on se rapproche pour faire un bilan. Est-ce que pour toi, de l'évacuer, c'est oui, il y a le sport, mais est-ce que c'est de se faire une liste? Est-ce que c'est de se trouver des balados, par exemple? Est-ce que c'est d'écrire les choses, de se trouver comme on faisait quand on était jeune? On prenait un journal intime et on écrivait nos pensées de façon quotidienne. Est-ce que ça peut être ça aussi? Bien, c'est drôle que tu amènes ça parce que oui, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'aime acheter des beaux cahiers puis écrire. Il y a des moments où j'ai moins la chance de le faire, mais quand je suis pressée par le temps, je fais, tu sais, ce qu'on appelle le point form et je mets vraiment les beaux moments de la semaine ou les moments que j'ai appréciés davantage ou encore quelque chose que j'ai trouvé plus difficile, mais que j'ai transformé d'un obstacle à une opportunité, à quelque chose de plus positif. Donc ça reste une belle façon de... Oui, les balados, je trouve ça inspirant. Il y a plein de façons, mais le journaling, entre guillemets, ça revient un peu au galop. Je pense que les gens l'apprécient de plus en plus, revenir à l'écriture. Ouais. Toi? Bien, moi, c'est certainement justement de faire du sport. Je bois tes paroles. Le ski de fond, tout ce qui est le plein air, l'hiver nous apporte cette possibilité de s'arrêter, de ne pas être trop pris dans le tourbillon parce qu'on est un peu plus casanier, on reste un petit peu plus à l'intérieur. Et je ne dis pas de ne pas aller socialiser ou de ne pas entrer en contact avec des gens, mais je trouve que ça nous force à être un petit peu plus avec les gens qu'on aime à l'intérieur. Avec la famille, avec notre amoureux, notre amoureuse. Et parce que, bon, forcément, des fois, la météo aussi ne nous permet pas de sortir à cause qu'il neige, il fait froid, un peu moins. Mais je trouve que c'est bon de le voir comme, non, je ne suis pas reclus à la maison, je ne suis pas obligé d'être forcé. Non, au contraire, ça me donne l'opportunité d'entrer en contact, de parler avec ma conjointe, avec ma famille, avec mes enfants, de jouer à un jeu de société, par exemple, d'écouter un film en famille. Il y a plein de possibilités, mais je le vois comme ça, cette opportunité. Oui, tellement. Puis je trouve que ça ramène à un équilibre général aussi parce que s'il faut être un peu plus tranquille, souvent c'est parce qu'on en a besoin aussi à ce moment-ci. Alors, il faut se laisser aller là-dedans parce que c'est correct. Tu sais, on n'est pas obligé d'être toujours en tourbillon. Je suis la première à adorer ça, être occupée, mais il y a des moments pour ça. Ouais. Je pense que la fin de l'année, c'est pour ça. Et ça nous fait apprécier davantage après quand tout reprend puis que le printemps arrive. Parce que ça s'en vient, la vie va vite, puis les saisons changent. Alors, il y a comme une magie, là aussi, changement de saison, apprécier ce qui est là au moment où ça arrive. Oui, littéralement. Et de regarder 2 ou 3 mouvements durant la période des fêtes aussi. Oui, bouger avec moi. Ah oui, allez bouger avec Isabelle Dominique-Cros. Merci. Hey, on se revoit d'ici quelques semaines pour la dernière de la saison. Tu vas nous donner des petits conseils, tu sais, question de... Peut-être se faire bouger un petit peu, question que le pâté à la viande. Là, Oui, que ça passe mieux. Oui, exactement. Merci à toi. Merci.
Alors que la COVID-19 aurait fait grimper les habitudes de consommation d'alcool et de drogue, c'est répertorié par plusieurs organismes qui interviennent auprès des gens qui en sont atteints avec des problèmes de toxicomanie. Eh bien, il y a l'organisme de Le Portage qui dévoile une nouvelle campagne publicitaire. La campagne s'appelle Toxico Malpris. On parle tout de suite avec Mme Sichelle Harding, qui est directrice des communications chez l'organisme Portage. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, 50 ans d'existence pour ce qui est de votre organisme, Le Portage. Avant de parler de la campagne publicitaire, campagne pour venir en aide aux gens qui sont peut-être atteints de toxicomanie, pour les soutenir, peut-être nous préciser quels sont les services que vous offrez chez vous à l'organisme Le Portage? Oui, donc Portage est un organisme à but non lucratif. On aide, comme vous avez dit, les personnes qui ont des problèmes de dépendance, soit à l'alcool ou aux drogues. Donc, on a des programmes spécifiques pour adolescents, pour adultes, pour femmes enceintes ou avec de jeunes enfants et pour personnes aussi qui ont des problèmes de santé mentale. OK. Et justement, je pense que même vous intervenez pour les proches aussi. Il y a un soutien qui peut être donné chez les proches de ceux qui, justement, vivent avec un frère, un mari, un conjoint, une conjointe qui est peut-être atteinte de santé mentale ou aux prises avec des problèmes de consommation. Oui, donc à mesure que, je vais vous donner un exemple, un adolescent est dans nos services, donc on accompagne, l'adolescent est avec nous d'une durée de 3 à 6 mois en centre résidentiel, mais on va accompagner sa famille, ses parents, avec des groupes à toutes les semaines pour être sûr que les parents aussi cheminent là-dedans. Parce que c'est pas évident, on s'entend pour la famille de vivre avec quelqu'un qui a des problèmes de dépendance. Il faut que les deux cheminent en même temps. Pour ce qui est du jeune, quand il ou elle a terminé sa thérapie, on les accompagne après pour une période de 2 ans. Donc, c'est vraiment un portage, c'est vraiment des services complets, non juste de réadaptation là, pendant une courte période de temps, mais pendant plusieurs années. C'est ça. Donc, même pour la réhabilitation, donc, et même la sensibilisation en amont, j'imagine aussi, vous faites de la prévention également pour tenter d'éviter, d'endiguer également ce fléau qu'est la consommation de drogue et de l'alcool, par exemple? On aimerait faire plus de prévention. Évidemment, cette campagne-là est une campagne de prévention ou de notoriété, si je peux dire, mais on est vraiment, notre mission, c'est vraiment d'aider les gens. Mais oui, on aimerait faire plus de sensibilisation et de prévention si on pouvait. Parlons-en de cette campagne, justement. On a ouvert la porte, la brèche pour pouvoir, de manière plus exhaustive, en parler auprès des gens qui nous regardent, qui nous écoutent actuellement. Pourquoi la campagne se nomme Toxico Malpris, justement, et de quelle façon elle se décline, cette campagne? Oui, donc, on a fait plusieurs groupes avec nos jeunes pendant la COVID et on a constaté que les jeunes, tout le monde en a souffert de cette pandémie, mais les jeunes ont particulièrement été affectés de ne pas voir leurs amis, de ne pas aller à l'école, tout ce qui était groupe hockey, etc., pour socialiser, qui était mis sur la glace. Donc, on a vraiment créé cette campagne où on voit un adolescent qui est pris dans une boîte, on le sent coincé, on le sent anxieux. Donc, c'était vraiment l'image qu'on voulait projeter. C'est une campagne qui s'adresse et aux adolescents et aux parents d'adolescents ou à l'entourage de ces adolescents-là. On l'a commencé durant la semaine de la prévention des dépendances la semaine dernière, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify. Et la campagne va vraiment être... si je peux dire, grand public ou médias traditionnels à compter de janvier 2023, donc télé, radio, web. On va continuer le volet numérique aussi. On va vraiment mettre une emphase là, sur le premier quart de 2023 parce que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le 50e de Portage en février 2023. Donc, on va vraiment essayer d'être visible là, un peu partout. Ouais. En tout cas, merci de faire ça pour nos jeunes. Merci de faire ça, évidemment, pour aussi les proches aidants, j'oserais dire, parce que ça en devient des proches aidants, des parents, les proches qui vivent avec des personnes qui, justement, ont besoin d'aide. Et merci de le faire depuis 50 ans. Comment vous en arrivez à
donner ces services? Comment vous en arrivez à pouvoir aider les jeunes, les familles depuis 50 ans? Est-ce que c'est le soutien c'est-à-dire de fondations, de philanthropes? Est-ce que c'est le gouvernement différents paliers, différentes instances gouvernementales qui vous donnent de l'argent, par exemple, pour continuer d'offrir des services? Ou... Bien, la plupart de nos fonds viennent du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a aussi des fondations au Québec, en Atlantique et en Ontario, et ces fondations-là font des événements tout au long de l'année. On a beaucoup de donateurs qui ont portage tatoué sur le cœur puis qui donnent année après année. Donc, c'est vraiment les deux là, qui nous permettent de continuer à offrir des services. Okay. Par contre, réaliser notre mission. On parlait de besoins criants qui augmentent. Les besoins ont été encore plus exacerbés avec la hausse. On l'évoquait un petit peu plus tôt ensemble, Mme Harding. Est-ce que le financement a suivi devant la recrudescence de gens qui vont vers vous pour avoir besoin d'aide? Est-ce que les financements sont significatifs ou vous avez encore peut-être de la misère à pouvoir, parfois, à certains moments, peut-être de l'année ou autres, certaines années, finalement, combler ces besoins pour continuer d'offrir les services puis les bonifier parce que la demande, on le disait, est exponentielle? Mm-hmm. On est justement en train de renégocier notre entente. On a une entente de 5 ans avec le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire, des choses qu'on aimerait faire, des services qu'on aimerait offrir. Donc, on est en pourparlers en ce moment avec le gouvernement, mais les relations sont très bonnes. Donc, je suis confiante là, qu'on arrive... Oui, parce que pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai beaucoup d'amis sur le plan personnel, des gens que je connais de très, très près, qui travaillent dans des organismes communautaires comme vous, qui interviennent, que ce soit dans des services alimentaires, par exemple, ou comme vous, bien sûr, de cet ordre-là, c'est-à-dire l'intervention auprès de ceux qui ont un problème, des troubles de santé mentale ou de toxicomanie. Ils me disaient ça, justement, que les besoins sont criants, sont omniprésents, mais que malheureusement, pour l'instant, le financement n'est pas encore assez au rendez-vous. Donc, on est optimiste, mais quand même, il faut avoir cette écoute de la part du gouvernement. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent, je comprends que c'est quand même une clientèle cible, il faut être quand même, dans un certain sens, bien outillé, il faut avoir une formation pour pouvoir intervenir auprès de gens chez vous qui sont peut-être atteints avec des troubles de consommation de tout genre, mais est-ce qu'on peut aider quand même? Est-ce que du bénévolat peut se faire chez vous ou quelqu'un qui sentirait cet appel qui nous regarde actuellement? Le bénévolat est assez difficile parce qu'il faut, on travaille avec des jeunes qui sont en difficulté, donc il faut quand même avoir certains outils. Par contre, on cherche du personnel. Donc, s'il y a des intervenants qui nous écoutent, des infirmières, des gens dans tous les domaines là, de l'intervention, on cherche beaucoup d'employés, donc n'hésitez pas à aller sur notre site web et appliquer. Oui, c'est important de le rappeler. En tout cas, on souhaite que le message soit entendu. Je pense que d'ailleurs, on va se quitter avec un bout de votre campagne publicitaire, voilà, qui est disponible de façon vidéo aussi sur la toile. On invite les gens à s'initier, à ouvrir la discussion aussi durant la période des fêtes. Ce sera un temps où on va se réunir. C'est rare qu'on a l'occasion de pouvoir, tout le monde, toute la famille, échanger ensemble, dialoguer dans une période de temps où on a plus le temps de se poser. Alors, peut-être d'ouvrir le dialogue sur certaines réalités, peut-être. Je pense que c'est une belle façon, en tout cas, de s'initier à ce sujet qui est la consommation d'alcool et de drogue, peut-être de manière excessive. Alors, Madame Sichel Harding, directrice des communications chez l'organisme Portage, merci beaucoup de nous avoir parlé. Joyeux temps des fêtes à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup, à vous également. Merci. Merci. Je viens de m'apercevoir dans le multicalendrier qu'en ce moment sur Terre, Noël approche à grands pas. On n'a pas une minute à perdre avec des futilités comme Noël. Il déprime depuis la mort de Gamora.
Mais peut-être qu'en lui offrant le plus beau cadeau de Noël de toute sa vie, il retrouvera la joie de vivre. Un présent fabuleux qu'il n'oubliera jamais. Pourquoi pas une personne fabuleuse? Nous voulons voir le légendaire Kevin Bacon. Nous voulons voir le légendaire Kevin Bacon. C'est ce que je viens de dire, Drax. T'as une voix de petite souris, il a peut-être pas entendu. Vous venez avec nous, comme cadeau de Noël. On vient de commencer avec cette bande-annonce avant de se joindre avec Nicolas Vincent Poirier à la conversation avec un pan de cette bande-annonce des Gardiens de la Galaxie. Joyeuse fête, disponible sur Disney+, la plateforme. Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut Alex! Très heureux de te parler des Gardiens de la Galaxie qui doivent être pour moi de l'univers Marvel parmi mes préférés avec Captain America. Qu'as-tu pensé des Gardiens de la Galaxie? Joyeuse fête! C'est un spécial de Noël que j'ai adoré et c'est le deuxième spécial de Marvel. Quand je dis spécial, c'est que Marvel, ils font des films, ils font des séries, mais il y a des choses entre les deux. Des films plus courts, des histoires plus courtes d'une quarantaine de minutes, dont ce film-ci, Guardians of the Galaxy, le spécial de Noël, qui dure 41 minutes. Et c'est le deuxième parce qu'on a eu droit à Werewolf by Night au mois d'octobre de cette année. Et dans ce spécial de Noël, les personnages principaux, c'est Mantis et Drax, qui, ils savent que Peter il est un peu triste parce que, Gamora n'est plus là. Et c'est Noël, et pour lui faire plaisir, il décide de lui offrir un cadeau de Noël spécial, parce qu'évidemment, dans la galaxie, à part nous, personne ne fête Noël, et là, on veut ramener un peu l'esprit de Noël, et quel meilleur cadeau que l'acteur Kevin Bacon. Oui. Donc, ils s'en vont sur Terre pour kidnapper Kevin Bacon et l'offrir en cadeau à Peter Star-Lord. Oui. Donc, je n'en dirai pas plus. Écoute, c'est drôle, j'ai ri, c'est un format parfait pour ce que c'est. C'est encore une fois réalisé et écrit par James Gunn, celui qui a écrit et réalisé les 3 autres Guardians of the Galaxy. Le 3e va sortir d'ailleurs l'été prochain. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus loin. Je te laisse compléter parce qu'on a dévoilé la bande-annonce aussi cette semaine, parallèlement à l'arrivée sur la plateforme Disney+, de ce 3e volet qui va être bientôt disponible en 2023. Là. Oui, c'est ça. Et semblerait-il que c'est la conclusion de l'histoire de Guardians of the Galaxy. Et ça va être une histoire beaucoup plus triste, disons, que ce qu'on a l'habitude de voir. Et d'ailleurs, ce Guardians of the Galaxy, le spécial de Noël, a été tourné en même temps que le 3e volet de la série, là, entre le mois de février et le mois d'avril de 2022. Et parlons de James Gunn quelques instants. Parce que James Gunn a commencé au départ chez Marvel, avec Guardians of the Galaxy. Marvel, à cause de certains tweets qu'il a fait de pas très bon goût, disons, Marvel l'a poussé. Il a été chez DC faire The Suicide Squad, vient chez Marvel pour faire le 3e film, Guardians of the Galaxy. Et là, DC qui ont certains problèmes, parce que l'univers de DC au cinéma, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs comparé à Marvel. Ce que Marvel a et ce que DC n'a pas, c'est un Kevin Feige. Kevin Feige, c'est le grand Manitou de l'univers cinématographique de Marvel. Donc, DC se sont dit, il faudrait bien l'équivalent. Et ils ont choisi James Gunn. Donc, James Gunn, à partir du 1er novembre, là, c'est lui et un autre producteur qui s'occupe du volet plus financier. C'est lui maintenant le grand Manitou de l'univers cinématographique de DC. Et le but, c'est que tous ces films-là à l'avenir aient un lien et soient de la même qualité, disons, un peu comme Marvel. On veut construire un univers un peu comme on l'a fait avec Marvel, c'est-à-dire un univers qui va réussir à imbriquer plusieurs super-héros ensemble et faire plusieurs séries, si on peut dire, franchises des différents super-héros pour en faire un succès au box-office, un succès également auprès peut-être de ceux qui ont cet amour pour des super-héros chez DC, que sont des Batman ou Superman et compagnie. Mais quand même, je te ramène avec le spécial de Noël. Est-ce que certains éléments qu'on verra dans ce spécial de Noël, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, est-ce que ça nous
amène à ce troisième film-là en 2023? Est-ce qu'il y a des petits, peut-être, parce que des fois, Marvel, on le sait, c'est très subtil. Il faut être attentif de film en film. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce spécial de Noël-là disponible sur le Disney+, qu'on verra au cinéma, par exemple, en 2023? Je ne pense pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un chapitre particulier, c'est le spécial Noël. Et même que dans ce spécial-ci, c'est la première fois que dans un film ou une série Marvel, il n'y a pas de vilain. Il n'y en a aucun. C'est vraiment juste un spécial Noël. Est-ce qu'il y aurait des indices par rapport au troisième volet de la série? Je ne pense pas du tout. Et c'est pas non plus ce qui a été annoncé, ou c'est pas de ceux que je connais qui trippent sur Marvel. Autour de moi, j'ai des amis qui sont des geeks finis, vraiment des fans finis de l'univers Marvel. Ils n'ont pas non plus trouvé rien de cette façon-là, mais je voulais voir quand même, toi qui es expert cinéma, si tu avais quelque chose que tu avais décelé dans cet épisode. Donc, les Gardiens de la Galaxie, joyeuse fête. Mais on fait un lien avec notre prochain sujet, parce qu'on a encore le temps ensemble, Nicolas, parce que James Gunn, dont tu parlais, a un lien avec Sandman aussi, dont tu nous parles à l'instant. Oui, tout à fait. Et le lien, c'est que The Sandman, qui est une bande dessinée de DC Comics, c'est bon, DC maintenant, James Gunn qui va diriger le volet cinéma de DC. Donc, Sandman, c'est une série Netflix qui a débuté au mois d'août. Il y a 11 épisodes et c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Ah oui? Visuellement, écoute, c'est magnifique. Semblerait-il que pour ces 11 épisodes-là, en tout, on parle d'un budget d'environ 165 millions de dollars. Donc, c'est énorme et c'est basé sur une bande dessinée de Neil Gaiman, qui est responsable aussi, qui a créé American Gods également, la bande dessinée d'ici. Ouais. Et on suit dans le fond Morpheus. Morpheus, c'est le roi des rêves. Et le roi des rêves, en 1906, il se fait capturer dans notre monde. Un aristocrate britannique veut capturer la mort pour forcer la mort à faire revenir son fils à la vie. Et finalement, c'est pas la mort qui le capture, c'est le roi des rêves, Morpheus. Et Morpheus est emprisonné dans notre monde pendant 106 ans, une centaine d'années. Et finalement réussit à s'échapper. Et l'histoire de la série, c'est tout ce qui se passe, c'est tous les problèmes qui se sont produits parce que le roi des rêves n'était plus dans son monde. On parle d'une épidémie de gens qui ne sont plus capables de se réveiller. Il y a d'autres rois et reines de différents volets de la réalité qui veulent disons, s'approprier certaines choses. J'en dirai pas plus. Et à travers ça, eh bien, Morpheus doit retrouver certains de ses accessoires pour l'aider justement à contrôler les rêves, pour ne pas que les rêves embarquent dans la réalité ou la réalité dans les rêves. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. C'est une série qui est très près de la bande dessinée parce que Neil Gaiman, on l'a consulté pour chacun des aspects de l'histoire. Et ça fait presque une vingtaine d'années qu'on essaie d'adapter cette histoire-là. On a essayé au cinéma avec Joseph Gordon-Levitt il y a quelques années, qui était censé jouer le rôle de Morpheus et réaliser le film. Ça n'a pas marché. Des années 90 aussi, parce que cette bande dessinée-là de Sandman a vraiment apporté quelque chose de nouveau à l'univers de la bande dessinée, où d'habitude, il y a des héros avec des super-pouvoirs et des vilains. Et vraiment, ça, c'est qu'on embarque dans quelque chose d'autre. Là. Oui, il y a le bien, le mal, mais c'est pas des choses comme on va dire Avengers, où si on n'arrête pas le méchant, la moitié de l'univers va disparaître. Ouais. On est dans d'autres choses un peu plus fantastiques. Et pour ça, c'est une série que je conseille à tout le monde. Peut-être pas aux plus jeunes, parce qu'il y a quand même de la violence, là. Ouais. Tu me surprends. Tu m'étonnes. En lien avec toi. mais en même temps, donc, Sandman qui est disponible sur quelle plateforme en terminant? Netflix. Netflix, parfait, parce que tu piques ma curiosité. C'est une série que je n'ai pas eu le temps d'écouter encore. Puis c'est l'heure du rattrapage présentement. On est avec ceux qui écoutent peut-être leur émission préférée sur les chaînes de télévision généralistes, que ce soit à TVA, Radio-Canada. Là, on vient de terminer les saisons. Ça va prendre un mois et demi après les fêtes pour reprendre. Donc, on a
un bon mois là, où on peut faire du rattrapage sur toutes les plateformes numériques, Netflix et de ce monde. Je ne veux pas en faire nécessairement la promotion, mais on le sait qu'il y a du contenu quand même assez intéressant, important aussi et imposant. Alors, on a le temps de le faire, puis il nous reste plus de temps, Nico, mais on peut dire déjà aux gens que s'ils tombent sur 1899, ne vous rendez pas jusqu'à la fin, ça ne vaut pas la peine. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont bien apprécié, cette série-là, mais une fois qu'on a découvert le punch, c'est tellement désolant, c'est tellement... Tu te dis, pourquoi je me suis rendu jusqu'à la fin pour ça? C'est le constat, c'est frustrant. Exactement. Et dans le fond, tout le long de la série, il y a des choses qui arrivent. Et oh mon Dieu, mais comment ça se fait? Pourquoi? Mais c'est, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver prochainement? Parce que bon, ça se passe dans un bateau, des gens qui s'en vont en Amérique en 1899 et il y a une série de choses mystérieuses qui arrivent sur le bateau qui ne semblent pas avoir de sens. Exact. Et tout ça fait du sens à la fin, après 10 heures d'écoute, quand on arrive au punch final. Et 10 heures d'écoute pour ce punch-là. Disons que visuellement, c'est magnifique, mais c'est pas une série que j'ai accrochée tant que ça. Moi non plus, mais je t'accroche par contre. Je te conserve avec moi pour la semaine prochaine pour une autre chronique. Nicolas-Vincent Poirier, merci beaucoup de nous avoir parlé et à bientôt. Merci Alex, à bientôt. On arrive bientôt à la fin de l'année. Ce moment de réflexion est peut-être déjà pour vous commencer. Qu'est-ce qu'on veut pour 2023? Résolution, c'est peut-être de changer d'emploi, peut-être s'orienter ou retourner sur le marché du travail si on a pris une pré-retraite ou même notre retraite un peu trop hâtivement pour nous, peut-être, et pour nous aider justement dans tous ces aspects du domaine de l'emploi. Il est de 12h40, conseiller en gestion et transition de carrière. Monsieur Claude Rivet, content de vous retrouver. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous encore une fois. Puis parmi les notes que vous m'avez envoyées avant de commencer évidemment cet entretien en amont de notre chronique, vous m'avez dit communiquer efficacement. Tout à fait. Parce que communiquer, on peut le faire, quoique des conjoints et conjointes qui, des fois, font semblant de ne pas nous entendre. On n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans. Avez-vous des témoignages à faire? Non, pas ça aujourd'hui. va? Pas aujourd'hui. OK, c'est bon. Je vous laisse gérer ça chez vous. Mais de façon quand même un peu plus sérieuse. Oui. Parce que dans le domaine de l'emploi, communiquer efficacement, comment le faire et d'où on part pour se rendre à cet emploi de rêve? Ça semble anodin, communiquer. On pourrait penser que tout le monde est capable de communiquer. Je pense que c'est vrai. Communiquer efficacement, ça vient d'élever un petit peu le niveau de difficulté. Il ne faut pas oublier que dans un contexte de recherche d'emploi, le chercheur d'emploi, justement, est là pour promouvoir sa candidature, pour la soumettre de façon satisfaisante. Un des éléments clés, c'est se connaître. C'est aberrant, hein? Mais cette réflexion-là doit être faite, c'est-à-dire quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je cherche, dans quel secteur d'activité. C'est extrêmement important, se connaître dans un contexte de recherche d'emploi. Certainement. Et justement, ces éléments clés, est-ce que c'est d'avoir dans la communication, c'est-à-dire peut-être un bon CV, d'avoir, parce que c'est un moyen de communication, écrire ce courriel pour tenter d'avoir une entrevue, justement. Est-ce que c'est d'utiliser les bons mots? Parce que souvent, on sait que la force des mots peut prédominer que beaucoup d'autres actions aussi dans le domaine de l'emploi, notamment. Vous avez soulevé quelque chose d'intéressant. La force des mots, effectivement, ça peut avoir un impact. Vous savez, derrière la conversation, il ne suffit pas de faire de la parlotte pour le plaisir. Il faut quand même capter l'attention, susciter l'attention et maintenir l'attention de notre interlocuteur. Évidemment, bon, on est rendu dans un contexte où le CV est expédié, on a un retour d'appel, l'employeur va avoir des informations supplémentaires. Mais effectivement, il faut savoir se promouvoir à cette étape-là. Sinon, malheureusement, on peut peut-être échapper à une bonne occasion d'obtenir un emploi intéressant. Ne serait-ce que d'avoir une entrevue. Oui. Quels sont les mots? Est-ce qu'il y a des mots qui démontrent quelque chose, qui sont forts, qui sont évocateurs dans une conversation pour vous, qui montrent qu'on est des gens qui sont proactifs, qui ne sont pas passifs, justement? Quelques mots comme ça, peut-être spontanément, qui vous viennent à l'esprit? Alexandre, ce qu'il y a d'important aujourd'hui, nonobstant la liste des compétences recherchées par l'employeur qui est affichée sur l'offre d'emploi, la capacité de travailler en équipe, être à jour dans les compétences informatiques, être motivé et intéressé, puis être capable de dire pourquoi je suis motivé. Qu'est-ce qui fait que le matin, j'ai le goût de me lever pour aller travailler? Ce sont des mots magiques qui peuvent sensibiliser l'employeur. Mais derrière tout ça, il y a encore d'autres questions qu'on peut se poser. Celle qui suit est très importante.
quel message est-ce que je veux laisser à l'employeur? Quand il va se rappeler de moi ou quand il va chercher à se rappeler de moi après mon départ, quels sont les mots magiques qui vont l'avoir influencé? Il faut le préparer un petit peu, ce discours-là, parce que malheureusement, pas préparé, il n'y aura pas de rétention d'informations. Et est-ce que, à la lueur parce qu'on s'entend qu'on est dans un espace-temps qui s'avère peut-être un petit peu anxiogène, qui s'avère difficile, qui est peut-être tendu, on le voit dans toutes les situations. Donc, d'utiliser des mots comme puis évidemment, on ne les dit pas simplement que pour se valoriser. Il faut bien évidemment intrinsèquement embrasser ces valeurs-là, ou être comme ça dans notre quotidien, mais de dire je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un qui est bienveillant dans une équipe de travail, je suis quelqu'un qui s'engage, qui est impliqué, qui est intéressé. Donc, quand j'évoquais des mots ou des valeurs également qui peuvent suivre ces mots-là, j'imagine que ça, c'est des incitatifs ou c'est des images qui sont très fortes pour un employeur qui peut être... De façon générale, vous avez tout à fait raison. Maintenant, il faut voir si c'est un prérequis pour l'employeur. Vous savez, le caméraman qui est ici n'a pas besoin d'avoir les mêmes compétences que vous. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ramène toujours dans l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui est réclamé par l'employeur? C'est ce qui va être une mesure d'influence extraordinaire pour dire « Ah, mon Dieu, il a l'air à connaître la profession, il se rapproche de mes besoins, donc il y a plus de chances d'obtenir un emploi. » Et il y a ces fameux chasseurs de tête qu'on appelle communément, et parfois on est dans une entreprise, puis on est quand même bien, mais on se fait solliciter par ce chasseur de tête-là. Quelles sont peut-être les choses à être capable de se poser comme question, à savoir si, parce que souvent on est séduit, hein, on se fait approcher, on se fait jeter un pont d'or pour tenter de changer d'emploi ou autre, mais n'en demeure pas moins que parfois on peut demander à notre employeur aussi si on a une capacité d'avancement à court terme. Est-ce que c'est des questions à poser à son employeur? Est-ce que c'est bon ou mauvais de dire « Hey, regardez, je me suis fait approcher par un chasseur de tête. » Je pense qu'on peut se nuire peut-être pour notre carrière, pour notre développement au sein même de l'entreprise auquel on avait peut-être des aspirations. Est-ce que c'est ça? Ou? Je pense qu'il faut quand même se poser des questions puis avoir un peu d'ouverture dans cette situation-là. Oui, le chasseur de tête va à la chasse. Il recherche des candidats qui vont répondre à un besoin d'un employeur. Plusieurs personnes vont être séduites, comme vous l'avez mentionné. Maintenant, derrière tout ça, est-ce que je suis satisfait dans l'emploi que j'occupe présentement? Aussi, justement, ça tombe bien, cette opportunité-là. Oui, c'est toujours flatteur, mais encore faut-il qu'on soit capable de communiquer nos compétences. On revient toujours à la base, hein? C'est pas si compliqué que ça. Finalement, qu'est-ce que je vais lui dire à ce chasseur de tête-là? Parce qu'il cherche des compétences. Est-ce que je suis la réponse? Est-ce que je suis capable de le démontrer aussi? Parce que parfois, certains s'en servent comme levier aussi de négociation pour aller chercher un meilleur salaire. Je reviens un petit peu là-dessus. Mais c'est ça aussi, donc, de savoir de se servir de ça pour communiquer aussi, de le voir comme étant communiquer un besoin auprès d'un employeur aussi. Je vais vous suggérer autre chose. Regardez tous les bons coups que vous avez faits dans la dernière année, tout ce que vous avez apporté comme contribution au sein de l'entreprise qui s'est peut-être démarqué. Prenez-en note, allez rencontrer votre employeur. C'est peut-être drôlement plus efficace que la menace. Oui, tout à fait. Mais encore là, pourquoi j'en parlais? Parce que j'ai des gens autour de moi, pas moi, mais quelqu'un qui l'a utilisé. Puis pour lui, ça a été heureux, mais en même temps, parfois d'être trop... Est-ce que d'être trop honnête? C'est là aussi où la question venait me poindre à l'esprit parce que je me disais... On est honnête, donc on a un esprit de loyauté, on a un désir de loyauté envers un employeur. Donc, c'est pour ça que je me disais, à savoir, est-ce que de le communiquer aussi parfois dans certaines sphères de l'emploi ou dans certains moments du domaine de l'emploi, est-ce que c'est bon ou mauvais? Parce qu'on est dans cette ère où le chercheur d'emploi ou celui qui est l'employé a peut-être un gros bout du bâton et pouvoir qu'il n'avait peut-être pas avant nécessairement. On ne dit plus l'enfant roi aujourd'hui, on dit l'employé roi. L'employé roi. Oui, on pourrait penser que l'employé a tous les droits. Maintenant, l'employeur réagit différemment. Je connais très bien ce milieu-là, le monde des affaires, entre autres. Et l'employeur peut se dire, c'est une menace. Il peut quitter précipitamment dès qu'il aura une bonne opportunité parce qu'il est intéressé à aller ailleurs. Il vient de le démontrer. Alors, à partir de ça, on va peut-être consentir une augmentation à court terme, mais on demeure les yeux ouverts sur un candidat qui pourrait le remplacer aussi. Donc, alors, c'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis davantage.
Regardez les bons coups que vous avez faits. Regardez les améliorations. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Allez le présenter à l'employeur, dire « Monsieur l'employeur, est-ce que ça correspond? » Je dis « Monsieur », mais je devrais dire « Monsieur et Madame ». Madame aussi, oui. Tout à fait, l'inclusion. Mais de vérifier, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que vraiment c'est une contribution qui est utile au sein de l'entreprise? Et de voir comment ça peut se monnayer, tout ça. Ouais. Et chez Midi 40, j'imagine, dans tout ce genre de conversations qu'on a eues, vous pouvez accompagner les gens qui sont à l'écoute actuellement. Tout à fait. Midi 40, on va vous accompagner non seulement dans l'élaboration du CV, mais toutes les méthodes efficaces de recherche d'emploi. Il faut dire que la communication n'a pas nécessairement le même environnement pour toutes les professions non plus. Exactement. On voit s'y adapter chez Midi 40. Monsieur Rivet, merci beaucoup. Un plaisir, Alexandre. Alexandre. À très bientôt. Merci. À la prochaine. C'est fascinant. Les grands explorateurs nous ont fait voyager depuis 50 ans déjà. 50 ans, et on en parle avec André Maurice, qui est réalisateur, photographe, comédien de formation, mais aussi directeur donc des relations avec les conférenciers chez les grands explorateurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir parce que vous avez vous-même réalisé, 4, je pense, documentaires à travers le temps? Oui, j'ai fait 4 films jusqu'à présent qui ont été présentés aux grands explorateurs. 2 films sur le Québec, un film sur l'Argentine et un film sur le Canada également. Et ces films ont été présentés également en France, en Belgique et en Suisse. C'est ça. Et on pourra parler des projections, d'ailleurs, de ceux qui sont présentés sur le territoire lavallois prochainement. Mais pour les 50 ans des grands explorateurs, qu'est-ce qui se cache derrière 50 ans? J'imagine beaucoup de beaux voyages, beaucoup de souvenirs et beaucoup de cinéastes passionnés. Exactement. 50 ans d'histoire, 50 ans de culture, 50 ans de diversité des peuples, 50 ans de découverte, 50 ans d'exploration du monde, au fait. C'est un peu ça, le but des grands explorateurs, c'est de montrer les contrées lointaines, souvent méconnues. Donc, on sort des sentiers battus quand on présente nos films. C'est aussi en dehors des circuits touristiques traditionnels. Donc, vous avez accès à des gens, au peuple, aux cultures, qui sont peu, disons, sont difficiles d'accès finalement. Bien, tout à fait. Au fait, c'est quand les grands explorateurs, c'est un peu ça, c'est que les cinéastes conférenciers vont passer plusieurs mois, voire plusieurs années dans des pays où est-ce qu'ils vont pouvoir accès justement à des gens beaucoup plus facilement. Et puis même souvent des contrées lointaines où est-ce que c'est peu accessible, ou même des tribus quelquefois aussi, des ethnies qu'on peut rencontrer. Parce que justement, le cinéaste passe beaucoup de temps dans le pays pour pouvoir avoir accès à ces contacts-là beaucoup plus facilement. Et c'est une question qui va peut-être paraître un peu banale ou peut-être champ gauche, mais est-ce qu'avec les changements climatiques, est-ce qu'avec aussi les conflits qu'on connaît dans le monde actuellement, on peut penser à l'Ukraine avec la Russie qui est un des plus récents, auquel les gens sont initiés à tous les jours, malheureusement. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué, dur aussi d'aller sur le terrain, d'aller au contact de ces peuples-là aussi? Bien, oui, effectivement. Quand on parle de la Russie, là, ça devient un peu plus compliqué oui, en ce quand moment. Même. Mais bon, ça dépend. Parce que souvent, des gens comme là, par exemple, pendant la saison 2022-2023, on va présenter un film sur l'Iran. Ce film sur l'Iran a été réalisé par Gilles Hubert. Il est en tournée en ce moment à travers la province de Québec. Il va aussi passer à la salle André-Mathieu à Laval, puis au théâtre... Marcelin-Champagnat exactement, aussi. Le 29 et 30 novembre. Juste vérifier les dates sur le site lesgrandsexplorateurs.com. Mais c'est que les gens aussi, en fait, les réalisateurs, étant donné qu'ils ont eu des contacts auparavant, ils peuvent avoir accès beaucoup plus facilement. Quand je pense à l'Iran, bien justement, lui, il connaissait des gens qui habitaient déjà là-bas, donc ils ont eu accès à entrer dans le pays beaucoup plus facilement. Et ce film-là sur l'Iran aussi, c'est un film où est-ce qu'on donne la parole au peuple. Oui. Et c'est ça qui est important de montrer aux femmes, avec ce qui se passe. Et surtout aux femmes, parce qu'on voit, on n'a qu'à rappeler les événements qui se sont passés en septembre. Oui. Il y a eu beaucoup de tollés, de révoltes. Oui. Bien, au fait, c'est l'Iran, déjà, de par les dirigeants, c'est un pays où est-ce que les gens peuvent avoir certaines appréhensions, mais le peuple iranien, c'est un peuple extrêmement ouvert, extrêmement chaleureux. Et c'est justement ce qu'on voit dans le film. Parce que souvent, nos films aussi qu'on présente, c'est des films qu'on donne accès aussi, au fait, aux gens du peuple. On les fait parler et on démontre aussi, évidemment, toute la diversité culturelle, géographique, historique, touristique aussi du pays. Mais est-ce qu'il y a aussi quand même ce désir, peut-être que c'est peut-être pas initialement, mais je fais encore du pouce un peu là-dessus parce qu'on parlait de rencontres humaines, mais de faire œuvre utile aussi. À travers les grands explorateurs, depuis 50 ans, c'est de faire œuvre utile aussi. Bien, tout à fait. Au fait, c'est élargir les horizons des Québécois, des Québécoises, aussi abolir les frontières, montrer au fait ce qui se passe dans les différents pays.
les différentes cultures, les différentes religions aussi à travers le monde. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait inévitablement quand on voit les films des grands explorateurs. On parlait des chemins d'Iran qui seront projetés donc le 29 novembre, 19h30. C'est du côté de la salle André-Mathieu, on en parlait, on l'évoquait. Et bien sûr, le 30 aussi, qui est le lendemain, le mercredi 30 novembre, au Théâtre Marcelin-Champagnat, même heure, 19h30. Mais il y a d'autres films qui, parce qu'il y a plusieurs projections partout à travers le Québec, de différents films qui seront projetés, même sur le territoire lavallois aussi au cours de l'année 2023. Tout à fait, On fait une tournée à travers le Québec. Au fait, les grands explorateurs, pendant les 50 ans, c'était 40 000 abonnés, c'est 53 villes à travers le Québec, c'est près de 350 000 spectateurs par année. C'est des films qui sont présentés sur grand écran dans les salles de spectacle. Mais étant donné la pandémie, évidemment, on a dû se renouveler. Donc, on a arrêté les représentations en salle pendant la pandémie et on a fait les représentations en ligne. Mais maintenant, les gens ont le choix, soit en ligne ou soit en salle. Alors voilà, donc les films qui sont présentés cette année, il y a eu Rêve d'Afrique, qui est déjà terminé, mais par contre, on peut le regarder en ligne. Il y a le film de l'Iran dont je vous disais, il va y avoir un film sur les Philippines, un film sur la Norvège, les Açores, le Groenland. Et il y a 2 films aussi en hors-série. Ces films-là ne sont présentés qu'en ligne, et c'est la Guyane et Alaska-Patagonie également. OK. Et moi, ça peut paraître aussi, peut-être pour vous, qu'est-ce qui pour vous, en tant que cinéaste, justement, parce que vous êtes impliqué avec on disait, vous êtes directeur des relations avec les conférenciers, mais qu'est-ce qui, pour vous, en tant que cinéaste, vous a peut-être marqué? Est-ce qu'on pourrait dire que changer votre vie dans les différentes rencontres que vous avez faites? Est-ce qu'on peut parler sur le plan humain pour vous en tant que cinéaste? Tout à fait, parce qu'au fait, quand on est cinéaste puis qu'on fait des films comme ça à travers le monde, c'est qu'on rencontre plusieurs personnes avec différentes mentalités. C'est ce qui fait que, inévitablement, ça fait en sorte qu'on est un peu plus ouvert d'esprit par rapport aux rencontres qu'on peut faire et sans porter de jugement par rapport aux religions, aux cultures. Avez-vous une rencontre ou un peuple ou un événement marquant parmi ces films ou parmi votre carrière de cinéaste qui vous ont, dans le contexte professionnel, qui vous ont amené sur le terrain ou dans un lieu où vous avez été ébloui? J'aimerais ça qu'on partage pour le bien des gens. J'ai fait un film, entre autres, moi, sur l'Argentine. Je suis un danseur de tango, donc je suis parti à Buenos Aires apprendre le tango pendant un mois de temps. Ensuite, je me suis fait des amis. Là, j'ai découvert donc le peuple et j'ai décidé de faire le film. Donc, j'ai passé plusieurs mois là-bas et j'ai réalisé que finalement, l'Argentine, contrairement à ce que je pensais, parce que c'est quand même l'Amérique du Sud, c'est l'autre bout du monde, Ushuaia et tout ça, que c'était comme beaucoup plus... ce que j'ai remarqué, au fait, c'est que c'est latin. Ça faisait comme si on était à Madrid ou quelque chose. Ça m'a vraiment très surpris. Un autre souvenir aussi rapidement, le Sri Lanka, où j'avais été assistant aussi, où là, c'était un dépaysement total. La culture, la nourriture, peut-être? Oui, aussi, très épicé, aussi, le curry. Les gens, un film, au fait, où est-ce qu'on réalise dans ces pays-là que la richesse, elle est beaucoup plus intérieure qu'extérieure? Oui. Voilà. Littéralement. Et en tout cas, je trouve ça, je vous continuerai à vous écouter, mais je pense que les gens vont vouloir continuer à aller, donc notre conversation pourra s'articuler avec vos films. Ils sont tous disponibles? Donc, sur votre plateforme, lesgrandsexplorateurs.com. Lesgrandsexplorateurs.com ou en salle. Évidemment, quand on est en salle, c'est différent parce que c'est sur grand écran. On peut rencontrer le réalisateur, on peut lui poser des questions et ça fait un événement culturel et collectif qui est très, très, très intéressant. Et puis, juste rapidement, parler aussi, c'est nos 50 ans d'existence. C'est grâce à M. Serge Martin, entre autres, qui est le président cofondateur, avec Pierre Valcourt aussi, qui était un comédien qui jouait dans Les Ploufs, et son ami François Prévost. C'est eux qui ont créé ça en 1972. Et depuis ce temps-là, mais ça fait 50 ans qu'on reçoit les cinéastes qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Merci pour cette rencontre. Lesgrandsexplorateurs.com. On réitère le 29 novembre et puis donc le 30 novembre également. C'est possible de pouvoir aller connecter avec le cinéma des Grands Explorateurs ici sur le territoire lavallois. Tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. M. André Maurice, merci beaucoup. Merci à vous, Alex. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. C'est presque le temps de se dire salut et à bientôt, mais juste avant, je vous incite, si vous êtes un petit peu trop éméché, prenez Opération Nez Rouge pour vous rapatrier à bon port, parce qu'on est en pleine saison des parties de bureau et on a besoin de vous également en tant que bénévole, opérationnezrouge.com. Vous voulez peut-être contribuer à cette émission? On a pour vous toujours de la place pour vos questions, vos réactions, puis certainement également des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission.
tvrl.ca et notre page Facebook de Bonnes Avenues également pour vous tenir au courant des précédentes émissions sur notre chaîne YouTube. Je veux remercier les gens qui me font rayonner évidemment devant la caméra. Daniel, cette semaine à la caméra, Alain à la réalisation et Manon aussi qui est à la recherche. N'oubliez pas, procurez-vous vos cartes pour notre Bingo TV Laval qui va suivre d'ailleurs cette émission. C'est les dimanches à 9h30. 3 500 $, dont 2 500 $ la carte pleine cette semaine. Allez, bonne semaine et